Monsieur Moustapha Haddem, bonjour. Bonjour madame. Avec tous les événements qui bouleversent le monde actuellement, sommes-nous à la veille d'une troisième guerre mondiale? Monsieur Haddem, question simple, réponse simple. Oui, en réalité, on sait quand est-ce qu'on déclenche une guerre. Celui qui déclenche la guerre a ce qu'on appelle les buts de guerre, c'est-à-dire les objectifs recherchés. Il sait quels sont les moyens humains, matériels et d'armement qu'il doit mobiliser. Il connaît la stratégie à mettre en œuvre et à la tactique. Mais seulement, le temps que durera la guerre ne dépend pas uniquement de celui qui la déclenche. Elle dépend de plusieurs paramètres. Elle dépend d'abord du niveau de résistance du pays avec lequel il rentre en guerre ou en opération militaire. Il s'agit des stratégies mises en place pour contrer. Donc, on ne peut pas dire que ce qui arrive maintenant entre la Russie et l'Ukraine va aboutir à une troisième guerre mondiale dans le sens d'une guerre chaude, de confrontation de grandes armées. Mais néanmoins, il y a un autre type de troisième guerre mondiale qui vient de se déclencher et sur lesquels probablement nous allons revenir. Mais on peut à partir de votre déclaration, on peut dire aujourd'hui, monsieur Moustapha Haddem, qu'aucun État n'a intérêt à actionner l'arme nucléaire? Absolument. L'arme nucléaire est par essence et par définition une arme dissuasive. Elle n'a pas été conçue pour être utilisée, bien que elle a été utilisée à Nagasaki et Hiroshima. Mais en l'état actuel des choses et de la puissance des armements, personne n'osera le faire. C'est une arme par définition de dissuasion, et Zbigniew Brzezinski, qui a écrit un excellent livre qu'il a intitulé L'illusion de l'équilibre des forces, a abordé avec moult détails les objectifs recherchés à travers la possession de l'arme atomique. Mais quand vous parlez de l'équilibre des forces, est-ce que c'est un nouveau rapport de force mondial qui est en train de naître? En clair, c'est l'émergence d'un nouvel ordre mondial, monsieur Moustapha Haddem? Je pense que ce processus de nouveau ordre mondial a été enclenché depuis un peu plus d'une décennie. Mais ce qui est sûr, c'est que cette opération militaire menée par la Russie en Ukraine aura des répercussions importantes, très importantes, et elle va redessiner l'ordre mondial, et elle va permettre à des puissances d'émerger, d'être un numéro important. Je parle par exemple sur le plan économique de la Chine, je parle de ce qu'on appelle les pays émergents, qui sont par exemple le Brésil. Vous avez un certain nombre de puissances régionales comme l'Iran qui est un numéro important, mais aussi vous avez d'un côté l'émergence d'une grande puissance militaire qui a été reconstruite par le président Vladimir Poutine après la dislocation de l'URSS, et vous avez à côté une très grande puissance économique qui est la Chine, et la Chine n'est pas seule, c'est le sud-est asiatique, mais c'est aussi un maillage qui a été fait par la Chine à travers son fameux projet de la nouvelle route de la soie. Donc, il y a maintenant des données qui sont très importantes, et puis vous avez les puissances européennes, notamment les anciennes puissances coloniales, qui sont en train de perdre une à une leurs zones d'influence, notamment leurs anciennes colonies. En Europe, je pense qu'on peut dire qu'il y a une puissance économique, c'est l'Allemagne. C'est une puissance technologique importante, une puissance de production importante, mais c'est aussi une puissance qui ne s'est pas impliquée dans les conflits militaires au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors aujourd'hui, ce qu'on constate, monsieur Moustapha Haddem, c'est que partant de vos déclarations, c'est qu'aucun État n'a intérêt à actionner l'arme nucléaire. Nous sommes face à l'émergence, bien sûr, d'un nouvel ordre mondial qui sera conduit certainement dans quelques années par la Chine exclusivement. Mais ce qu'on relève
que actuellement, avec ce qui se passe au niveau de la Russie et de l'Ukraine, c'est plus une guerre médiatique et de propagande qu'une guerre militaire, monsieur Mostafa Haddem? Vous savez, avant de répondre à votre question, je pense qu'on aura, au lendemain de ces conflits, de ce processus qui est engagé, non pas un monde monopolaire, mais un monde multipolaire. S'agissant de la part des médias, les médias ont été utilisés d'abord dans la déstabilisation d'un certain nombre d'États qui tiennent à leur souveraineté. C'est ce que nous avons appelé et que des spécialistes ont appelé la guerre de quatrième génération. Mais les conflits armés, nous l'avons remarqué à partir de la première guerre d'Irak, de l'opération Tempête du désert, nous avons remarqué que les médias préparaient d'abord le conflit, c'est-à-dire il y a un avant, où il y a un dénigrement de l'adversaire, de l'ennemi. Il y a d'abord, on gonfle ses moyens, on dit c'est une grande puissance, etc. Puis on ne recule pas devant le mensonge. Rappelez-vous cette approche manichéenne menée par le Pentagone et menée par Washington vis-à-vis de l'Irak. D'abord un mensonge effronté et honté, celui des ADM, des armes de destruction massive, et puis après, la diabolisation des leaders. La diabolisation, et cela se poursuit, nous allons y revenir. Donc, vous avez cette opposition, cette approche quasi manichéenne entre les États vertueux, démocratiques, et en face, on désigne ces pays d'États voyous qui n'obéissent pas au droit international et aux intérêts supérieurs de l'humanité et de la communauté internationale. Donc il y a une préparation des conflits. Les médias sont maintenant embrigadés et utilisés pendant le conflit et même après le conflit. Je voudrais, si vous me permettez, en une minute, rappeler une certaine évolution historique. Les Américains ont tiré la conclusion de la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam n'a pas été perdue faute d'hommes et d'armement. Elle a été perdue sur le plan médiatique. Pourquoi? Parce que les médias n'étaient pas contrôlés. Et nous avons à ce moment-là appelé cela war in living, la guerre au salon. Les ménages américains se retrouvaient chaque soir pour écouter des journalistes complètement indépendants. Qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? Une prise de conscience importante, pas seulement aux États-Unis, mais à travers tout le monde occidental, et le nombre d'opposants à la guerre, aussi bien au sein des élites qu'au sein des étudiants et de la population, est devenu important. Donc, à partir, je pense que le Pentagone et les faiseurs d'opinion ont tiré les conclusions, et à partir de ce moment-là, les médias sont embrigadés, les médias sont pris en charge, et les médias sont poussés même à j'allais dire, au mensonge, et je pense qu'il faut appeler les choses par leur nom, et à la manipulation. Si vous voulez, tout à l'heure, on va revenir sur les grandes stratégies identifiées par Chomsky en matière de manipulation des opinions publiques. Mais justement, par rapport à cette question de manipulation, comme ce fut le cas, bien sûr, on va le rappeler, en Irak, en Afghanistan et en Syrie, comment considérer aujourd'hui la suppression des médias russes, des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube? C'est purement et simplement de la censure, monsieur Mostafa Haddem. Est-ce qu'on peut considérer que ceux qui défendent la liberté de la presse au nom de la démocratie bafouent aujourd'hui ce principe? Pas seulement ils le bafouent, mais ils mettent en danger l'évolution de la démocratie à travers le monde. En introduisant la manipulation, le mensonge, ils mettent en danger la démocratie. Je voudrais rappeler, pendant la guerre d'Irak, la seule voix dissonante, c'était une chaîne qu'on peut nommer la chaîne Al Jazeera. Les États-Unis n'ont pas hésité à bombarder le siège d'Al Jazeera à Bagdad et à tuer des journalistes.
Pourquoi? Parce que c'était la seule voix dissonante par rapport au reste des médias américains et des médias occidentaux qui ont soutenu la guerre contre l'Irak. Sous des raisons et des trucs complètement fallacieux, celles des armes de destruction massive. Maintenant, nous assistons à quoi? Nous avons entendu, il y a de cela 72 heures, une responsable politique importante, la commissaire européenne, prononcer des sanctions contre une chaîne russe d'expression française qui émettait à partir de Paris. On aurait compris à la limite si c'était l'organe de régulation, l'ex-CSA, qui aurait prononcé cela. Mais là, c'est une autorité politique qui exerce de la censure contre un média. Mais en clair, c'est de la manipulation puisqu'on joue énormément sur l'émotionnel par rapport aux images qui sont diffusées où on montre des enfants et des femmes qui sont meurtris par cette guerre. Est-ce que à la fois aussi, c'est de la censure? Il faut appeler les choses par leur nom. Monsieur Moustapha. Je pense qu'il y a les deux. Il y a la manipulation. Tout à l'heure, je vous disais que Chomsky a identifié les 10 stratégies de communication. Parmi ces stratégies, jouer sur l'émotionnel, mais surtout jouer sur l'affect en présentant des contre-vérités. Oui, en présentant des contre-vérités, pas seulement en présentant des contre-vérités, mais en créant des événements. Ces événements peuvent complètement déstabiliser le citoyen et l'amener à avoir un certain nombre de positions qui sont complètement contraires à la logique. Mais il y a autre chose. En s'adressant à l'émotionnel, on fait une chose importante. On empêche le citoyen de réfléchir par lui-même. Une fois cet objectif atteint, il accepte le prêt-à-porter médiatique et le prêt-à-porter politique. Mais aussi, et ça nous l'avons relevé, il y a des opérations de censure qui ont touché tous les médias, y compris les médias alternatifs. Quand on sait qu'il y a des personnalités du monde médiatique et du monde politique qui sont quasiment interdites d'antenne sur des chaînes qui se présentent comme étant les chantres de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Quand vous avez, plus grave, vous avez dans les médias alternatifs, des grandes entreprises comme Facebook, comme YouTube, comme Twitter, comme Instagram, qui ont délibérément censuré, et il faut le dire, pas seulement des médias russes, mais qui ont censuré des médias de l'Europe occidentale, mais qui ont un autre point de vue sur ces événements. C'est une politique de 2 poids 2 mesures. En clair, M. Moustapha Heddem, ce qui est valable pour eux n'est pas valable pour les autres. Sur un autre plateau, j'ai dit une chose qui pouvait éventuellement choquer. On a l'impression que la vie d'un Arabe n'est pas comme la vie d'un Européen. Elle ne pèse pas de la même manière. Même les personnes de couleur? Absolument. Nous avons vu des agressions contre la Libye, contre l'Irak. L'Irak, c'est 6 millions d'enfants irakiens tués. Nous avons vu des pays complètement dévastés, dont les économies ont été déstructurées, dont les infrastructures de base ont été détruites. C'est le cas en Syrie, c'est le cas en Libye, c'est le cas en Irak, c'est le cas d'autres pays. Et à aucun moment nous avons entendu les organisations qui se targuent d'être les défenseurs de la liberté de la presse et de la démocratie et de l'humanisme. Nous ne les avons pas entendus et ces derniers temps, ils occupent la scène. Nous ne sommes pas en train que les choses soient claires. Personnellement, je considère que la démocratie est le meilleur des régimes est le meilleur des systèmes, que la liberté d'expression et que la liberté de la presse est intimement liée à l'évolution de l'humanité. Mais quand ceux-là même, qui se réclament de la démocratie, de la liberté de la presse,
par leurs mensonges, par leur manipulation, par leur censure, sont en train de miner la démocratie. Alors, Monsieur Mostafa Haddem, moi, je voudrais revenir bien sûr avec vous sur certains aspects liés bien sûr à cette médiatisation, puisque certains considèrent que nous sommes aussi face à une guerre médiatique, la guerre de 4e génération, pour bien sûr la manipulation des masses et de la population à la fois. Est-ce que par exemple la volonté aujourd'hui, c'est de ne pas montrer la vérité ou les contre-vérités qui sont aussi diffusées par l'Occident, Monsieur Mostafa Haddem, puisque nous voyons essentiellement le média étranger et nous voyons ce qui est en train de se produire. On n'entend qu'un seul son, pas le deuxième. On parle aujourd'hui de cette opération militaire menée par la Russie en Ukraine. Cette opération militaire a été déclenchée pour des objectifs, des buts de guerre, pour des considérations géostratégiques, pour des considérations liées à la sécurité de la Russie, de la Fédération de Russie, pour des considérations historiques. L'Europe occidentale, l'OTAN, a renié la parole donnée en 1990 sur l'élargissement de l'OTAN dans ce qu'on appelle l'ancien pacte de Varsovie. Tout cela est escamoté, toutes ces raisons objectives sont complètement escamotées par les médias occidentaux. Et qu'est-ce qu'on met en avant? On met en avant la personnalité du président Poutine. On le présente comme un dictateur, comme un autocrate. On le présente comme une personne malade. On le présente comme une personne en fin de vie qui veut mener l'humanité à la ruine. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'émotionnel, l'affect. Pour escamoter les raisons, absolument, pour escamoter la réalité du conflit, les causes du conflit, et aller à la recherche des solutions. Qu'est-ce qu'on fait? On diabolise un pays, on diabolise un leader, et on présente en face un autre pays comme étant une victime, une pauvre victime, en passant sous silence que au sein de ce pays, il y a des néo-nazis et que ces néo-nazis sont nombreux et qu'ils ont démontré qu'ils sont xénophobes, racistes, antisémites, et nous l'avons vu lors des opérations d'évacuation, et nous avons vu les Africains comment ils ont été traités, les Arabes comment ils ont été traités, les personnes des autres confessions, comment ils ont été traités. Donc, il y a, au-delà de 2 poids, 2 mesures, il y a une stratégie qui est mise en place pour escamoter, pour empêcher les gens de réfléchir et pour escamoter les véritables causes ayant conduit à ce conflit. Mais est-ce que c'est le même principe qui s'est produit pratiquement en Irak, en Syrie, en Libye, où on a qualifié pratiquement ces dirigeants de dictateurs également? C'est la raison pour laquelle on les a éliminés, notamment pour ce qui concerne Saddam Hussein et Muammar al-Kadhafi, le président Bachar. Ça n'a pas été le cas, puisqu'il a été soutenu par la Russie. On le disait tout à l'heure. D'abord, on a commencé par désigner des États entiers comme étant des États voyous. Et puis, on a complètement diabolisé les leaders. Personnellement, je ne défends personne, mais seulement il y a des faits, et les faits sont têtus. Comparons l'Irak de Saddam Hussein, qui était 3e pays en termes de couverture sanitaire. En termes de recherche, il était classé parmi les leaders mondiaux. En termes d'infrastructure, en termes de confort de vie. Et voyons ce que la guerre a fait de l'Irak. Voyons ce qui se passe maintenant à nos portes, chez nos voisins libyens, et voyons ce que cette pseudo-guerre au nom de la démocratie a fait de la Syrie. Donc, cette stratégie de diabolisation rentre dans le cadre de la manipulation des populations et de la manipulation de l'affect. Vous savez, on crée dans l'esprit, notamment des citoyens des pays occidentaux, on crée dans leur esprit. Vous avez la chance de vivre dans des pays vertueux et vous voyez que les pays dans lesquels vous vivez sont en train de défendre l'humanité, les grands principes de l'humanité et la démocratie.
Alors, c'est le même scénario, mensonge d'État. Nous sommes toujours dans la relation binaire de dominant et dominé, monsieur Mostafa Haddem, ce que refuse aujourd'hui Vladimir Poutine. Définitivement. Il y a... Nous avons connu, à la fin du XXe siècle, nous avons connu les mouvements révolutionnaires. Ces mouvements révolutionnaires ont conduit à l'indépendance d'un certain nombre de pays. Les anciennes puissances coloniales sont sortis par une porte, et ils sont revenus par ce qu'on appelle communément le néocolonialisme, en maîtrisant les élites dans ce pays et en continuant à exploiter ces pays au profit des puissances occidentales et en mettant en place un certain nombre d'autocrates, un certain nombre de personnes non démocrates, mais qu'ils ont couvert de leur autorité et qu'ils ont couvert de leurs médias embrigadés. Cette situation s'est accentuée avec le début du XXIe siècle. Pour contrer cette prise de conscience, on a créé les révolutions de couleur, parce que ceux qu'ils ont placés au début ont perdu leur crédibilité. Il leur fallait des personnes de rechange. Ces personnes de rechange, ils devaient les installer au nom de la démocratie. Et au nom de la démocratie, ils ont déstabilisé beaucoup de pays, notamment les pays de l'Est, les anciens pays du bloc socialiste, par les révolutions de couleur, et pour les pays arabes et en Afrique, nous avons vu le printemps arabe et les dégâts. Là où il a réussi, nous avons vu les dégâts. Et nous avons vu qui est arrivé au pouvoir et comment ces personnes-là sont complètement assujetties aux anciennes puissances coloniales. Aujourd'hui, M. Mostafa Haddem, on parle beaucoup un peu de attaques cybernétiques. L'objectif est la manipulation un peu des populations qui se soulèvent contre leurs dirigeants. Ce fut le cas, bien sûr, pour les révolutions colorées, les révolutions, le printemps arabe. Est-ce que le théâtre de guerre est incontestablement aujourd'hui dans l'espace digital et virtuel? C'est la raison pour laquelle ces réseaux sociaux ont été créés. Les réseaux sociaux ont été créés d'abord comme moyen pour l'armée américaine. Ça, il faut le rappeler. L'Internet a été créé pour l'armée américaine. Et les objectifs sont d'abord des objectifs militaires. Bien sûr, il est passé dans le civil. Il n'y a pas que du mauvais dans les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux sont utilisés à des fins de manipulation par des organisations qui ont été créées par les services de renseignement de ces pays. On parle de Optor, on parle d'un certain l'ADA, je pense, et puis une kyrielle d'organisations qui se présentent comme des organisations pour exporter le modèle occidental de la démocratie et qui, nous avons vu, après les recherches, après les scandales, combien elles étaient tellement proches des services de renseignement de ces pays. Alors, M. Mostafa Haddem, moi je voudrais vous poser aussi une question qui est d'actualité. Est-ce que nous sommes dans la reconfiguration de la cartographie géopolitique post-crise sanitaire Covid? Je pense il y a énormément d'éléments qui rentrent en ligne de cause. Ce qui est certain, c'est que nous avons eu, pendant la guerre froide de la fin de la Seconde Guerre mondiale et toute la guerre froide, nous avons eu un monde bipolaire. À la chute du mur de Berlin et à la dislocation de l'URSS, nous sommes passés à un monde monopolaire. Ce monde monopolaire a conduit à des guerres d'agression en Irak, à des guerres d'agression en Afghanistan, à des guerres, soit des guerres où ces pays sont impliqués directement, ou des guerres par procuration, ou des déstabilisations. Je pense que ce schéma de monde monopolaire est arrivé à son terme pour des raisons historiques et pour des raisons d'évolution. Il y aura des perdants et des gagnants? Bien sûr. Je pense que le grand perdant, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Pourquoi l'Europe? Les États-Unis, à chaque fois que les États-Unis a été en difficulté, elle est revenue à un schéma mis en place par un ancien président américain qu'on appelle le schéma de Monroe.
la politique de Monroe. À chaque fois que les États-Unis est en difficulté, elle s'isole de l'humanité. C'est ce qu'on appelle l'isolationnisme de Monroe. Elle se reconstitue. Les États-Unis, il faut le rappeler, n'ont jamais eu de conflit, à l'exception des guerres civiles, n'ont jamais eu de conflit sur leur territoire. Les conflits auxquels les États-Unis ont participé ont eu lieu en Europe. Qu'est-ce qui inquiète l'Europe? Toutes les guerres qu'ils ont faites par procuration se sont passées à des milliers de kilomètres de leur territoire. Mais la guerre en Ukraine, l'opération militaire menée par le Kremlin se passe en Europe. D'où cette panique. Et la réaction des hommes et des femmes politiques européennes de l'Europe occidentale démontre définitivement qu'il y a duplicité de langage, qu'il y a de l'hypocrisie dans le langage, et que quand leurs intérêts supérieurs, l'intérêt de leur nation, la stabilité de leur nation est en jeu, pardonnez-moi cette expression, le bebek la khalk. Alors, je voudrais revenir un peu sur cette question, Monsieur Mostafa Heddem, par rapport à cette reconfiguration de la cartographie géopolitique post-crise sanitaire. Cette crise sanitaire qui a provoqué aussi des chocs à travers le monde entier, bien sûr des crises également financières. Quand il y a récession économique, il y a automatiquement guerre. Certains vous disent aujourd'hui, quand l'Amérique est en récession, elle sort en guerre. Il suffit le gars pour la guerre, la première contre l'Irak, et ainsi de suite. La première chose, Madame Souhil El-Hachmi, la pandémie a démontré l'incapacité des gouvernants en Europe occidentale à gérer des situations de crise. Nous avons vu sur les réseaux sociaux, dans les médias, nous avons vu beaucoup de voix dissonantes qui ont montré, vous savez, un député, il faut l'appeler un député en France, a eu des mots extrêmement durs à l'égard du ministre de la Santé de son pays. Et cela se passe dans tous les pays qui ont démontré la difficulté. Donc ça boue. La population commence à prendre conscience qu'on veut lui faire n'importe quoi et lui faire avaler n'importe quoi. Première chose. Deuxièmement, implication économique. Oui, bien entendu. La pandémie a conduit à un phénomène de récession économique. Et quand il y a récession économique, il y a nécessité d'orienter l'intérêt des populations et des citoyens pour qu'il n'y ait pas de mouvement de population, de mouvement de contestation dans ces pays, les orienter vers d'autres centres d'intérêt. Et parmi ces centres d'intérêt, une guerre, je ne sais pas si c'est Napoléon III qui disait cela, une petite guerre permet de soulager la pression dans le pays. Mais est-ce que, par exemple, avec bien sûr cette pandémie du Covid-19, elle a montré aussi au grand jour l'égoïsme de certains États qui prônaient un peu l'humanisme et l'humanitaire à travers le monde pour l'acquisition pour des pays en développement du vaccin, par exemple, pour se soigner leur population, Monsieur Mostafa Heddem? Oh, je vais commencer par l'Europe. On se rappelle la réaction des citoyens italiens contre les autres pays européens, quand l'Italie a connu une très très forte pandémie, comment celle-ci est arrivée, s'est retrouvée à faire face seule à la pandémie, et qu'en réalité, ils n'ont trouvé que la Chine et la Russie pour leur fournir les vaccins. Oui, bien entendu, l'Europe occidentale, ce qu'on appelle la civilisation judéo-chrétienne, a montré ses limites, et la démocratie a montré ses limites, malheureusement. Et ceux qui sont en train de détruire ce système, comme disait Winston Churchill, ce n'est pas le meilleur, mais c'est le moins pire. Mais ce système qui donne de l'espoir à l'humanité est mis à mal par ce monde occidental qui défend la démocratie, en agissant de cette manière, en faisant de la manipulation médiatique, en mettant en avant un double langage, de l'hypocrisie et beaucoup
de mensonges. Alors, est-ce qu'il y aura une redistribution des rôles et surtout la réorganisation d'alliances, Monsieur Mostafa Haddem? Inévitablement, je parlais tout à l'heure. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit, je pense que le schéma d'un monde monopolaire, unipolaire, et n'a aucune chance de revenir, que nous allons aller vers un monde multipolaire, et qu'un monde multipolaire va se baser sur des alliances stratégiques à très long terme. Vous avez deux puissances que vous venez de citer, la Chine qui est une grande puissance économique et non moins grande puissance militaire, mais qui a un certain nombre de difficultés, de problèmes, qui sont les ressources naturelles. Et puis à côté, vous avez une grande puissance militaire qui est la Russie, et qui a aussi des matières premières, le plus grand producteur au monde de gaz, l'un des plus grands producteurs de pétrole. L'alliance entre ces deux pays va sonner le glas de l'hégémonie américaine et d'une manière générale de l'hégémonie du monde occidental. Et on n'en a pas parlé de l'Alliance Atlantique, de l'OTAN, parce qu'en réalité, tous les enjeux, c'est cela. Les États-Unis sont dans un autre continent, l'Amérique, l'Europe, les pays européens, c'est un autre continent, mais l'alliance, ce qui fait qu'il constitue un bloc, c'est l'alliance atlantique, mais c'est aussi les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Mais le renforcement des sanctions économiques contre la Russie, avec ces sanctions, tout le monde est perdant, même l'Occident, l'Europe également. Monsieur Mostafa Haddem. D'abord, personnellement, et là je vais donner des exemples, les sanctions économiques ne donnent jamais de résultats. Nous avons vu ce qui est arrivé en Iran. 40 ans de sanctions économiques ont mené à quoi en Iran? Ils ont compté sur soi. Mais bien sûr, apprendre à compter sur soi. L'Iran maintenant est devenu une puissance régionale, une puissance nucléaire. Elle a l'autosuffisance alimentaire. Elle est autosuffisante en matière médicale. Nous l'avons vu lors de la Covid. La Cuba aussi sur le plan médical. Cuba sur le plan médical, elle est devenue une force en matière de recherche médicale. Vous savez, je ne crois pas en l'efficience et l'efficacité de ces sanctions, bien que les populations, dans un premier temps, vont en pâtir. Maintenant, quand vous avez en face de vous un géant, comme la Fédération de Russie, vous allez appliquer des sanctions. Ces sanctions seront tolérées par les gouvernants de la Russie fédérale. Mais à un moment donné, vous ne pourrez pas empêcher le commerce international. Le commerce international, maintenant, les États-Unis... Il se fait même en situation de guerre. Oui, maintenant, les États-Unis peuvent imposer des sanctions conformément au Patriot Act. Pourquoi? Parce que l'ensemble du commerce international est toujours libellé, toutes les opérations sont libellées en dollars. Mais nous allons aller maintenant, et la déclaration du directeur général de la plus grande banque commerciale chinoise est claire. Il a dit, nous sommes obligés de suivre les sanctions vis-à-vis de la Russie pour toutes les opérations libellées en dollars. Cela veut dire que le commerce va continuer et cela va conduire à terme à un nouveau Bretton Woods, même s'il n'est pas formel, mais ce Bretton Woods avec d'autres monnaies. Je ne pense pas que ça sera une seule monnaie. D'autres monnaies vont rentrer dans les échanges internationaux. Le dollar va perdre un peu de sa aujourd'hui notoriété sur le plan du commerce international. Le dollar, madame, le dollar, c'est une conséquence de la victoire du monde occidental à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a conduit aux accords de Bretton Woods qui ont remplacé les talons or par les talons dollars. Demain, même s'il n'y a pas l'émergence tout de suite d'autres monnaies, la monnaie chinoise, entre autres. Oui, entre autres, le yuan, mais on peut aller connaître une période transitoire où les opérations sur le marché international se feront en or, et à ce moment-là, il n'y aura aucune puissance qui pourra imposer des sanctions
d'une manière unilatérale. Alors, le Conseil de sécurité a adopté une